Lorsque Sophocle représente sa tragédie Ajax sur la scène athénienne, il porte au théâtre un mythe déjà attesté dans des épopées de l'époque archaïque. On y racontait comment, après la mort d'Achille à Troie, l'attribution de ces armes avait fait l'objet d'un débat dans le camp des Grecs, et comment Ajax, qui s'attendait à les recevoir, se suicidait en apprenant qu'elles avaient été données à Ulysse. Une des versions anciennes évoquait la crise de folie d'Ajax, qui l'amenait à massacrer les troupeaux constituant le butin des Grecs, avant de se tuer lui-même. Dans la tragédie de Sophocle, l'épisode de la folie ouvre la pièce. L'irréparable, le massacre des troupeaux, est déjà accompli. Ajax, lui, est encore en plein délire. La pièce se poursuit par le retour à la raison et le suicide du guerrier, et ne prend fin qu'après un long débat mené par les Grecs au-dessus du cadavre du héros. Cette tragédie est déroutante à bien des égards pour un lecteur moderne, non seulement parce que son protagoniste meurt à mi-parcours, mais aussi parce qu'elle remet en cause quelques idées couramment répandues à propos du théâtre antique et des limites imposées à la représentation de la violence et de la mort sur la scène. On y voit d'abord Ajax en plein délire, puis on voit le héros se suicider sur scène en se jetant sur son épée. Autre sujet d'étonnement, le délire d'Ajax lui est inspiré par la déesse Athéna, celle que l'on associe d'ordinaire à la raison et à la maîtrise de l'intelligence. Il vaut donc la peine d'essayer de comprendre le sens de cette mise en œuvre dramatique de la folie par Sophocle. On présentera rapidement le déroulement de cette tragédie, puis on verra comment est mis en scène le délire du héros, et on s'interrogera ensuite sur le rôle d'Athéna et les relations ainsi tissées entre hommes et dieux. Lorsque s'ouvre le prologue, on voit Ulysse aller et venir sur scène, penché sur le sol pour y scruter des traces. La voix d'Athéna l'arrache à sa perplexité. Quand la déesse, qui n'est pas visible d'Ulysse, son protégé de toujours, lui demande les raisons de son enquête, il répond qu'un mystérieux agresseur s'est jeté pendant la nuit sur le butin des Grecs et a commis une véritable boucherie. Or, les traces semblent conduire à la tente d'Ajax. Athéna le confirme. Ajax, furieux de n'avoir pas reçu les armes d'Achille, a cru s'attaquer au chef de l'armée, mais dirigé par Athéna sur les troupeaux, a procédé à la tuerie et a ramené quelques bêtes dans sa tente. Pour preuve, Athéna va montrer à Ulysse le héros en proie au délire. Ulysse, terrorisé, refuse de voir ce spectacle, mais Athéna lui garantit qu'elle détournera de lui le regard d'Ajax, qui ne pourra le voir. Athéna appelle Ajax, qui sort avec de grands rires de triomphe. Il tient à sa merci Ulysse enchaîné, dit-il, et il affirme avoir déjà tué les chefs de l'armée. Après le clair-obscur de cette courte scène, Ulysse, loin de se réjouir du malheur de son ennemi, comme l'y incitait Athéna, a pitié de lui. Après un chant inquiet du chœur des marins de Salamine, les compagnons d'Ajax, apparaît Tecmès, sa captive, qui évoque pour le cœur les événements de la nuit, pendant que l'on entend les gémissements d'Ajax dans la tente. Quand Tecmès ouvre la tente, le héros, d'abord prostré, constate qu'il n'est plus rien aux yeux des Grecs, qui doivent rire de lui et de son carnage dérisoire. Il ne lui reste qu'une issue qu'il formule en ces termes : « Ou vivre noblement, ou noblement périr, voilà la règle pour qui est d'un bon sang. » Sans vouloir écouter les supplications de Tecmès, Ajax demande qu'elle lui amène leur jeune enfant, à qui il remet le grand bouclier, signe de sa valeur passée. Après un chant du chœur, Ajax reparaît pour annoncer qu'il a su reconnaître la loi de l'univers, celle du changement. Il accepte de céder et ira se purifier sur le rivage et enterrer son épée. Il quitte la scène pendant que le chœur chante son soulagement. Mais arrive alors un messager qui rapporte la prédiction du devin des Grecs. Ajax est visé par la colère d'Athéna pendant une journée entière, et on ne doit pas le laisser sortir de sa tente. Pendant que le chœur et Tecmès, pleins d'angoisse, partent à sa recherche, Ajax fait ses adieux à la vie avant de se jeter sur son épée. Son frère Teucros, arrivé auprès du cadavre pour procéder au rituel funèbre, doit défendre le mort contre Ménélas d'abord, puis Agamemnon, les chefs de l'armée, qui lui refusent une sépulture
et prétendent incarner l'ordre et la loi. On demande alors l'avis d'Ulysse, qui rappelle la gloire d'Ajax et fait accepter qu'on l'enterre. Il participera lui-même aux honneurs qui lui seront rendus. Dans ce drame aux contrastes intenses, qui se joue d'abord autour d'un héros humilié, puis autour de son cadavre, la mise en scène de la folie mérite un examen particulier, car la tragédie y enracine tout son sens. La folie d'Ajax s'est donné libre cours tout au long de la nuit qui s'achève au moment où commence la pièce. L'essentiel est déjà joué quand Ulysse se penche sur les traces de l'homme qui a massacré les troupeaux. Tout accuse Ajax, non seulement les traces, mais aussi le témoignage d'un guetteur qui l'a vu bondir tout seul, au milieu de la plaine, l'épée teinte encore de sang frais. Mais ce récit est jugé incroyable par Ulysse. Rien ne ressemble là, en effet, au comportement guerrier du grand Ajax, tel que le représente la tradition héroïque de l'Iliade. Ajax, le rempart des Achéens selon la formule homérique, ne combat jamais seul, mais toujours au milieu des siens, qu'il protège de son grand bouclier, et il mène sa bataille en plein jour, loyalement. Cet Ajax nocturne qui bondit seul dans la plaine ne lui ressemble pas. Autour d'Athéna maintenant de commenter pour Ulysse l'attitude d'Ajax. Il est bien l'auteur de cette violence insensée. Il voulait se venger des Grecs en les massacrant en traîtres, quand elle est intervenue au moment même où il est arrivé aux portes des chefs. Je fais choir sur ses yeux la lourde illusion d'un triomphe exécrable et le dirige vers vos bêtes, vers le butin non partagé encore que gardent vos bouviers. Il se jette sur elle et fait un grand carnage de têtes encornées qu'il va assommant à la ronde. Tantôt il s'imagine qu'il tient les deux Atrides, qu'il tue de sa propre main, tantôt il se figure qu'il charge un autre chef. Et moi de presser l'homme en proie à son délire, de le pousser au fond de mort. Puis une fois qu'il a satisfait à sa tuerie, le voilà qui couvre de liens tout ce qui reste encore vivant, bœufs ou autres bêtes, et qui les conduit chez lui, croyant emmener des captifs au lieu d'un gibier à cornes. Et là, il recommence à les brutaliser, entravés comme ils sont. Le spectateur est mis comme Ulysse en cet instant dans le secret des dieux. Victime de l'illusion jetée sur ses yeux par Athéna, Ajax traite les bœufs et les moutons comme des êtres humains. Athéna tient à faire elle-même la démonstration de son dire, en appelant Ajax à l'intérieur de sa tente. Dans le dialogue qui s'instaure, Ajax remercie avec effusion Athéna de sa collaboration, se vante d'avoir tué les chefs et de tenir Ulysse. Mais quand Athéna lui demande d'épargner le soi-disant Ulysse, il refuse et s'en tient avec entêtement à sa seule volonté. Le récit que fait ensuite Tecmès au cœur des marins complète les scènes précédentes. Elle raconte la sortie qu'a faite Ajax pendant la nuit. Nous étions au cœur de la nuit, les feux du soir ne brûlaient plus. Brusquement, Ajax se saisit de son épée à 2 tranchants. L'envie lui est venue soudain de partir en guerre sans but. Et moi alors de le reprendre, de lui dire « Que fais-tu là, Ajax? Pourquoi te mettre en route sans qu'on t'ait appelé? Tu n'as pas reçu de message, tu n'as pas entendu de trompette. À l'heure qu'il est, toute l'armée dort. » Et là-dessus, Ajax s'en va seul, puis revient chargé de tout un butin à cornes
auquel il fait subir des brutalités. Thècmès ajoute « Il se jette sur ce bétail comme il eût fait sur des humains. » Alors même que Thècmès décrit le comportement d'Ajax sans le comprendre, nous pouvons faire coïncider les différents pans de récit grâce à la révélation d'Athéna. Le compte-rendu scrupuleux que fait Thècmès des derniers gestes d'Ajax est désormais fort clair. Tout à coup, passant la porte, il s'adresse à une ombre et dégorge un flot d'invectives contre les deux fils d'Atrée, puis de même sur Ulysse, accompagnant le tout de grands éclats de rire. Ah, la fière vengeance qu'il aura été tirée d'eux! Thècmès présente, vue de l'intérieur, la scène à laquelle nous avons assisté et où Ajax conversait avec Athéna. Le récit de Thècmès prend fin lorsqu'on entend les gémissements poussés par le héros. La jeune femme finit, à la demande du cœur, par ouvrir la porte. On voit alors Ajax affaissé parmi les cadavres d'animaux. Cette mise en scène du délire d'un personnage est sans autre exemple dans le théâtre antique. Grâce à la série de regards portés sur Ajax, celui d'Ulysse, d'Athéna puis de Thècmès, et les pans de récits donnés successivement, le spectateur est amené à faire coïncider les éléments de cette présentation fractionnée. Grâce aux ajustements des pans de vérité du personnage, il est amené à comprendre la cohérence du comportement du héros. Le délire n'est à aucun moment présenté comme le lieu du non-sens, mais comme une attitude du héros que ne comprennent pas encore les autres personnages, qui ne reconnaissent pas l'être dont ils ont l'habitude. Qu'Athéna met Ulysse au fait des intentions d'Ajax en disant « Il croyait qu'il trempait ses mains dans votre sang », et c'est la logique profonde de ce comportement qui se fait alors jour pour le spectateur. Sophocle nous donne-t-il une description d'Ajax en proie à son délire? Avant de répondre à cette question, il faut indiquer que sur la scène tragique du Ve siècle, les évocations du délire ne sont pas rares. Mais elles passent généralement par des récits de messagers qui racontent la scène de folie à laquelle ils ont assisté. C'est souvent le cas dans le théâtre d'Euripide, ainsi dans Iphigénie en Tauride et Héraclès, où un messager rapporte le délire d'Oreste attaqué par les Érynies, ou la crise d'Héraclès, victime de la jalousie d'Héra. Ces évocations se font le plus souvent par la description des signes physiques qui marquent la transformation du personnage. Comme la folie est d'origine divine, on emprunte les caractéristiques du mal où l'on est possédé par un dieu, celui que l'on appelle aussi la maladie sacrée, l'épilepsie. Or là où les messagers d'Euripide s'attardent sur des symptômes tels que les yeux qui roulent dans les orbites ou l'écume qui dégoûte de la bouche, ici rien de tel, mais une discrétion remarquable dans la description des signes physiques de la folie. C'est plutôt au cours du dialogue que se manifeste l'état paroxystique d'Ajax, dans les insultes dont il couvre ses victimes, des mots affreux tels qu'un dieu seul et non un homme a jamais pu les lui apprendre, comme le dit Thècmès, et surtout les grands éclats de rire qui ponctuent son dialogue avec une ombre, Athéna, nous le savons. Mais ce sont les seuls véritables signes. En fin de compte, c'est plutôt la sortie nocturne et solitaire pour une attaque en traître qui indique l'étrangeté du héros à lui-même. Une autre grande caractéristique de la représentation de la folie sur la scène tragique est que la victime, mise hors d'elle par le dieu, se comporte comme une bête. On le voit pour la première fois sur la scène avec Io, telle qu'elle apparaît dans le Prométhée enchaîné d'Échille. Transformée en animal par les dieux, mais sur la scène elle reste en grande partie humaine avec seulement un masque de vache, elle est victime d'accès de délire et se met à mugir et à galoper sur la scène. Plus tard, dans le théâtre d'Euripide, ce seront des comparaisons avec des animaux furieux et tout un jeu métaphorique sur l'animalité qui permettront de décrire les fous. Dans la pièce de Sophocle, l'animalité se joue autrement. Ajax, sous l'emprise d'Athéna, ne fait plus la différence entre l'homme et la bête et se précipite sur les troupeaux avec la conviction qu'il s'agit de l'armée des Grecs. Bien éloigné de la guerre héroïque, il se rue sur les animaux et, selon ses propres termes, a pris un bain dans leur sang noir. La confusion et l'indistinction dont il est victime sont rendues manifestes sur la scène quand Thècmès ouvre enfin la porte sur le spectacle de la masse compacte formée par Ajax prostré sur les cadavres
des bêtes qu'il a massacrées. Les gémissements que le héros fait entendre ne sont même plus ceux d'un être humain. Thècmès le décrit ainsi, avant même que les spectateurs en soient témoins à leur tour. Ce n'est pas qu'il fasse entendre des cris de douleur perçants, non, mais de sourds gémissements. On croirait entendre mugir un taureau. Il est là maintenant, accablé par son infortune, se refusant à manger et à boire, immobile, prostré, au milieu des bêtes qu'a frappé son fer. Au cours de sa crise, Ajax apparaît à 2 reprises et à 2 moments clés, lors de son supposé triomphe sur ses ennemis et lors de la prostration finale qui prélude au retour à la raison. C'est Athéna qui dirige le jeu de bout en bout lorsqu'elle oblige Ulysse terrifié à assister à son court dialogue avec Ajax en pleine jubilation. C'est elle qui, appelant Ajax hors de sa tente et jouant le rôle de l'alliée infiniment complaisante, met en scène et interprète elle-même cette scène de théâtre sur le théâtre, dont Ulysse devient, tout comme nous, le spectateur fasciné et passif. Dans cette scène, le spectacle du fou devient une démonstration clairement didactique. Ajax, faisant étalage de son arrogance vis-à-vis d'Athéna, devient un vivant avertissement à tous. Comme le dit Athéna à Ulysse, « Je veux que tu sois témoin de cette démence éclatante pour que tu la fasses connaître à tous les Grecs. » Et elle conclut ainsi, « Imprègne-toi de ce spectacle et garde-toi bien à ton tour d'émettre à l'égard des dieux une parole insolente. » Athéna fait la démonstration du comportement délirant d'Ajax, en même temps qu'elle révèle l'origine de ce délire et manifeste sa mainmise sur lui. On ne reverra Ajax que terrassé, effondré sur la jonchée de bétail massacré, et on assiste alors aux douloureuses étapes du retour à la raison. D'abord sans voix, il pousse ensuite des mugissements sourds, puis des cris peu à peu articulés. Il passe ensuite à la plainte, à un lamento lyrique échangé avec le cœur de ses matelots, où il constate qu'il n'est plus à cette heure qu'un mort qu'on enterre dans l'ignominie. Enfin, il en arrive à parler, en un long monologue argumenté. Si les Grecs avaient attribué les armes d'Achille aux plus vaillants, ils l'auraient emporté sans conteste, mais c'est la ruse et les intrigues qui ont triomphé. Déshonoré aux yeux de tous, il ne lui reste plus qu'une issue, le suicide. Mais force est bien de constater qu'après cette crise et ce lent retour à la conscience, Ajax n'est plus le même. Que s'est-il donc passé? Et quelle part ont donc respectivement l'homme et le dieu dans les étapes décisives du drame? L'intervention d'Athéna pour jeter l'illusion sur les yeux d'Ajax, déjà présentée à Ulysse comme une leçon, prend tout son sens à mi-drame quand un messager rapporte l'oracle qui concerne le héros. C'est parce que Ajax a conçu des pensées qui ne sont pas d'un homme qu'il s'est attiré la colère de la déesse. Dès avant son départ pour Troie, il a revendiqué devant son père un héroïsme fondé sur sa seule vaillance, et en pleine bataille, il a osé lancer à Athéna cette réponse effrayante, inouïe. « Va assister, maîtresse, les autres Argiens, ce n'est pas où je suis que le front craquera. » Aussi la vengeance de la déesse est-elle un juste retour des choses,
Là où le héros voulait remporter la gloire par les armes, il connaît le déshonneur par cette dérisoire expédition militaire contre des troupeaux. Mais là où Ajax avait refusé la collaboration d'Athéna, elle la lui impose malgré lui dans son équipée nocturne. La disparition d'Achille a provoqué l'affrontement de deux conceptions de l'héroïsme. La conception traditionnelle représentée par Ajax est fondée avant tout sur la bravoure au combat, et la nouvelle, incarnée par Ulysse. L'attribution des armes fondée sur un vote de tous les Grecs, et non par un don aristocratique d'égal à égal, est un signe de la transformation des temps. Et la défaite d'Ajax marque le passage à ce nouvel héroïsme où l'astuce et l'intelligence comptent autant que la vaillance au combat. Or, que se passe-t-il exactement quand Ajax devient fou ? Comme l'a montré Jean Starobinski dans son bel article « L'épée d'Ajax », repris dans l'ouvrage intitulé « Trois fureurs », la folie d'Ajax procède d'une double cause. La cause matérielle, la fureur, cette lourde colère venant de l'attribution des armes d'Achille, et d'autre part, la déviation que la déesse impose à ses gestes, en le détournant vers les troupeaux, au moment où il s'apprête à tuer les chefs de l'armée. Ainsi, l'énergie meurtrière appartient bien en propre à Ajax. La déesse en a seulement dévié le cours, en intervenant sur sa vue, en suscitant une erreur de perception. L'action meurtrière devient alors délirante et au lieu d'amener Ajax à la gloire, achève sa honte. La folie est cette erreur de trajectoire inspirée par le dieu, mais l'élan sauvage, la violence destructrice sont bien du héros. Or, dès avant qu'Athéna intervienne pour dévier la course d'Ajax, le héros a eu un comportement aberrant par rapport à lui-même, noté aussi bien par Ulysse que par Tecmès. En sortant seul dans la nuit pour égorger par ruse ses adversaires, Ajax n'a plus rien du grand Ajax homérique, mais il ressemble fort, en revanche, à Ulysse quand au chant 10 de l'Iliade, il traverse nuitamment les lignes pour égorger un espion ennemi. Ajax, désavoué dans les valeurs qui le constituent, se met à agir à la manière de son adversaire, et c'est sans doute là sa première folie. Mais si Ajax a changé dès avant l'intervention d'Athéna et le massacre des bêtes, son retour progressif à la raison marque aussi une transformation par rapport au personnage de la tradition. Chez Homère, Ajax est ce colosse à la vaillance sans faille, mais qui pense peu et ne met rien en question. Or, le retour à la conscience se double pour Ajax d'une lucidité nouvelle. Il se met à penser et se demande que faire. Le personnage, autrefois silencieux et tout d'une pièce, se met à méditer en 3 longs monologues. Dans le premier d'entre eux, le héros revient sur le sens de son nom, qui résonne comme une plainte, aïe, aïe, à l'image du malheur qui compose son destin. Dans le mépris général, il n'a plus sa place, ni à Troie, ni chez lui, et la clarté désespérée de cette constatation ne lui permet d'envisager que le suicide. Après avoir fait don à son fils de son grand bouclier, Ajax se retire à nouveau dans sa tente. Puis il reparaît pour un nouveau monologue, où il déclare changer de langage. Il enfouira son arme maudite dans le rivage et annonce qu'il saura à l'avenir plier lui aussi, en se conformant au rythme de l'univers fondé sur le changement. Un discours trompeur qui doit permettre à Ajax de s'éloigner de Tecmès et du cœur pour accomplir seul son geste ultime. Il est indéniable qu'Ajax cherche à faire croire à son entourage qu'il a renoncé au suicide. Mais le spectateur, lui, sait déjà que c'est la seule fin possible, conformément au mythe qui sert de fond à la tragédie. Or, ce discours ultime d'Ajax au sien est volontairement ambigu et de bout en bout ironique. Cet usage d'un langage ambigu à double sens est nouveau chez le héros. Là encore, Ajax, en s'isolant de la communauté des guerriers, use des armes mêmes de son adversaire, Ulysse, le maître bien connu en tromperie verbale. Par ailleurs, Ajax sort de son unique préoccupation, le souci de sa gloire, pour observer avec une distance nouvelle le rythme du monde.
Oui, le temps, dans sa longue, interminable course, le temps fait voir ce qui restait dans l'ombre, tout comme il cache ce qui brillait au jour. Il n'est donc rien à quoi l'on ne puisse s'attendre, et l'on trouve en défaut aussi bien le plus fort serment que les volontés les plus fermes. Ajax peut maintenant évoquer les règles qui régissent l'univers en moraliste et même en philosophe. Mais a-t-il une place dans ce monde du changement ? Le dernier monologue d'Ajax, seul sur la grève, éclaire rétrospectivement le discours précédent. Si le héros enterre son épée, ce n'est pas pour faire disparaître l'instrument de sa honte, mais pour se jeter sur la lame sortant du sable et retrouver ainsi sa gloire perdue. Ainsi, la progression qui conduit Ajax de la prostration au saut final sur l'épée, à travers une série de monologues, est aussi le parcours déchirant vers une lucidité nouvelle et mortelle. Après la nuit de fureur et de délire, c'est en pleine clarté, dans un paysage nettement dessiné par le soleil, qu'Ajax quitte le monde et fait ses adieux solennels aux dieux, à la lumière et aux éléments. C'est cette lumière crue d'un suicide exécuté à la face du monde qui pose la question du rôle d'Athéna. Car juste avant que le héros se jette sur son épée, le messager est venu recommander d'enfermer à tout prix Ajax tant que ce jour luirait et de l'empêcher de sortir si l'on voulait le revoir vivant, car c'est durant ce jour, ce seul jour, selon lui, que le poursuivrait la colère de la divine Athéna. Comment ne pas comprendre alors que quand Ajax sort de sa tente, il tombe sous l'emprise d'Athéna ? Non seulement lors de sa première sortie nocturne, non seulement lors de la scène où Athéna l'appelait pour l'exhiber devant Ulysse, mais aussi maintenant qu'il arpente la grève pour y planter son épée. Dans les mythes grecs, Athéna ne figure qu'à titre exceptionnel parmi les dieux qui suscitent la folie. Le cas d'Ajax est unique. Mais comme tous les autres dieux, elle peut manifester son pouvoir dans l'ambivalence. Et si elle peut, comme elle le dit elle-même, presser l'homme en proie à son délire, le pousser au fond de ce filet de mort, en déviant seulement sa trajectoire quand Ajax se rue vers le carnage, elle peut, sur le trajet âpre d'une nouvelle conscience de soi, accompagner aussi le héros dans le cheminement concerté vers la mort. La faute d'Ajax, on l'a vu, était cette revendication d'être seul responsable de son acte, pour en tirer toute la gloire. Or, la vengeance d'Athéna consiste à lui faire reconnaître, comme intégralement sien, l'acte commis avec la collaboration active de la déesse. Comme le dit Starobinski, l'une des sources du tragique réside dans la nécessité, pour Ajax, de payer seul pour des actes où il y a eu part à deux. Or, Athéna n'est-elle pas aussi partie prenante dans cette lucidité supérieure à laquelle atteint Ajax, pour constater que la seule manière d'être fidèle à lui-même et à son héroïsme, dans un monde qui a changé, est de quitter ce monde. C'est ce que semble indiquer la prédiction rapportée par le messager, qui inclut dans la vengeance divine d'Athéna tout le trajet qui conduit Ajax jusqu'à sa mort. En somme, si la folie d'Ajax ne vient pas toute d'Athéna, la lucidité d'Ajax ne viendrait pas toute de lui. Contrairement à une tradition antérieure, où le suicide d'Ajax représentait la dernière étape de son délire, Sophocle nous montre un héros qui aboutit, au terme d'une douloureuse méditation, à décider de son suicide en toute clarté d'esprit. Il serait tentant pour un lecteur moderne de conclure à la liberté ultime du héros, qui, malgré les hommes et les dieux, revendiquerait la responsabilité totale de ses actes et l'affirmerait par le suicide, seul capable de le rendre à sa grandeur passée. Mais cette vision des choses ne semble pas sophocléenne. Car Ajax, le héros fasciné par sa propre gloire et qui ne voulait la devoir qu'à lui-même, est obligé de reconnaître bon gré mal gré l'ombre portée de la déesse dans ses actes. Dans la mort lucide, en pleine conscience qu'il a choisie, faudra-t-il encore deviner le poids du regard à l'éclat insoutenable qu'Ajax prête à la déesse Athéna ? C'est avec ce mystère de la part respective de l'homme et du dieu dans les actes humains qu'Ajax accomplit son geste ultime. Quoi qu'il en soit, Sophocle referme la tragédie
sur l'hommage rendu à Ajax par Ulysse, le héros de l'intelligence lucide, capable aussi d'accepter l'aide des dieux avec humilité. Ce héros qui, devant le spectacle de la folie, a su formuler ainsi devant Athéna la vérité de la condition humaine. Je vois bien que nous ne sommes, nous tous qui vivons ici, rien de plus que des fantômes ou des ombres légères.